Point de départ, chacun d'entre nous est constitué d'un très très grand nombre de cellules, de l'ordre de 100 000 milliards de cellules, qui proviennent toutes d'une seule cellule de départ, faite par la rencontre du spermatozoïde de votre papa et de l'ovule de votre maman. Alors, chacune de ces cellules a apporté un jeu de chromosomes. Donc, par exemple, le chromosome 4, qui nous intéresse très fort dans la FSHD, eh bien, vous en avez une copie qui provient de votre papa et une copie qui provient de votre maman. Et vous savez que la FSHD est causée par le fait d'avoir une copie du chromosome 4 qui a eu un petit accident, qui a perdu un petit morceau. Alors, donc, dans le noyau de chacune des cellules, donc ceci représente une cellule, dans le noyau de chacune de nos cellules, nous avons 23 paires de chromosomes, y compris une paire de chromosome 4, ce qui nous intéresse ici. Alors, au microscope, voilà à quoi vont ressembler ces chromosomes. Vous aviez une autre image tout à l'heure par Yegor, mais donc c'est cette présentation en sorte de croix. Chacun de ces chromosomes est comme une croix. C'est au moment où la cellule va se diviser, elle copie chacun de ces chromosomes, puis elle se divise en deux, et chacune des cellules reçoit un jeu de chromosomes identique à celui qu'avait la mère. Mais donc, si on y réfléchit bien d'un point de vue philosophique, c'est quand même étrange comme manière de se reproduire. Nous, les humains, on se met à deux, un homme et une femme, pour faire un troisième, l'enfant. Et à la naissance de l'enfant, le père et la mère sont toujours là, Dieu merci, pour s'en occuper. La cellule, quand elle se divise, la cellule mère, elle disparaît à l'intérieur des deux cellules filles. C'est un peu étrange. Alors, si on fait un zoom sur les chromosomes, et qu'on les a traités avec un détergent donc, qui va débobiner l'ADN qui se trouve dans le chromosome, voilà un morceau, le squelette du chromosome qui reste, et on va trouver des immenses fils. Comme disait tout à l'heure Yegor, si on débobine tout l'ADN qu'il y a dans les chromosomes d'une cellule, on obtient un fil qui fait plus d'1,80 m de long. Et ça doit rentrer dans une cellule qu'on ne peut voir qu'au microscope tellement elle est petite. Donc on va avoir un gros problème de compaction de l'ADN. Et on considère que l'ADN doit être compacté d'environ 15 000 fois pour pouvoir entrer dans le noyau. Alors si on zoome encore davantage sur cet ADN, on va trouver sa structure au niveau vraiment moléculaire. Et là, vous remarquerez que ce n'est plus une photo prise au microscope, c'est un schéma. Parce que les microscopes qui permettent de voir ça donnent des images un peu difficiles à interpréter. Et donc vous avez l'ADN qui est en forme de double hélice, la fameuse double hélice découverte par Watson et Crick en 1953. On va encore zoomer sur cette double hélice. Et donc cette double hélice, elle est constituée, donc chaque fil de la double hélice est constitué de l'enchaînement de maillons qui portent des noms de substances chimiques qu'on a abréviées par des lettres. Les lettres A, G, C et T. Et donc ça constitue ce qu'on appelle l'alphabet de la vie, c'est-à-dire que comme dans la langue française, c'est l'ordre dans lequel se mettent les lettres qui définit l'information portée par l'ADN. Donc comme dans une recette de cuisine, eh bien c'est l'ordre dans lequel se mettent les lettres et les mots qui définissent si on met du sucre, du sel, du lait ou des œufs. Alors la particularité que nous avons, c'est que nous avons un système de backup. Ce qui est intéressant, c'est que si l'un des fils de l'ADN porte quelque part un A et un G, l'autre fil va porter un T en face du A et un C en face du G. Nous avons une très simple règle que l'on appelle de complémentarité qui dit que chaque fois qu'on a un A sur un brin, on a un T sur l'autre. Chaque fois qu'on a un G sur un brin, on a un C sur l'autre. Alors ça, c'est un système extraordinaire de backup, parce que comme quand vous travaillez avec votre ordinateur sur un document précieux, vous avez une copie sur le disque dur de votre ordinateur, et vous en faites une copie sur votre clé. Et vous vous arrangez pour ne pas garder votre clé au même endroit que votre ordinateur, au cas où on vous vole l'ordinateur, qu'on ne vous vole pas la clé en même temps. Ah, ça, c'est principalement les étudiants qui doivent faire un travail pour l'école, pour être sûr de pouvoir remettre le travail dans les temps. Eh bien, notre ADN est constitué comme ça. S'il y a un accident qui arrive sur un des brins, comme Yegor vous le disait tout à l'heure, une irradiation aux rayons ultraviolets, qui peuvent être très dommageables pour l'ADN, ou bien vous fumez des cigarettes, et bien dans le tabac il y a des agents chimiques qui peuvent endommager votre ADN, vous avez toute une collection d'enzymes dans votre cellule, dans toutes vos cellules,
qui peuvent repérer l'erreur, qui vont enlever le morceau d'ADN qui est abîmé et qui vont utiliser le backup pour resynthétiser, reconstituer le brin qui était abîmé. Toujours la même règle très simple. Quand il y a un A sur un brin, on met un T sur l'autre. Quand il y a un G, on met un C. Et avec ça, on peut repérer tous les dégâts dans l'ADN, ou quasiment tous. Alors, on va parler maintenant de l'expression des gènes. Alors, les gènes, qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont des tronçons dans cet immense fil d'ADN. Donc, on considère qu'il y a 3 milliards 200 millions de lettres dans l'ADN. Si on imprime ça dans un annuaire téléphonique, vous savez, avec les toutes petites lettres qu'on utilise maintenant dans les annuaires, eh bien, ça vous fait une pile plus haute que la Tour Eiffel pour toute l'information qu'il y a dans un seul noyau d'une de vos cellules. Donc, c'est vraiment une quantité d'informations tout à fait colossale. Et sur ces 3 milliards 200 millions de lettres de l'ADN, on considère qu'il y a environ 40 000 gènes. Un gène, eh bien, c'est une unité d'information, donc c'est un... Si on compare l'ADN à une bibliothèque de livres, donc voilà notre cellule, le noyau, l'ADN. Donc le noyau peut être considéré comme la bibliothèque centrale où se trouvent les livres de recettes. Chaque livre de recettes, c'est par exemple un de nos chromosomes. Et donc sur chaque chromosome, il y a plusieurs chapitres. Chaque chapitre correspond à la recette d'un gâteau différent. Donc je considère que le gène, c'est l'unité, le petit morceau d'ADN qui contient la recette. Il va pas pouvoir quitter le noyau. Le bibliothécaire central est extrêmement strict. Les livres de recettes restent dans la bibliothèque centrale, ne sortent pas du noyau. Donc quand on doit fabriquer le gâteau en dehors du noyau, comment fait-on? Eh bien, on va faire une copie de la recette. Cette copie s'appelle l'ARN. Cet ARN est fabriqué sous la forme d'un précurseur dans le noyau, qui va subir toutes sortes de modifications, et ensuite il a le droit de sortir à l'extérieur du noyau. On l'appelle à ce moment-là l'ARN messager. L'ARN messager, c'est vraiment la copie de la recette. Et cette copie va pouvoir aller au niveau de l'usine, enfin de la boulangerie ou de la pâtisserie qui se trouve dans la cellule, et va permettre de faire lire la recette qu'il porte pour fabriquer la protéine correspondante. Et donc, on compare les gènes à des recettes et les protéines à des gâteaux. Les protéines, qu'est-ce que c'est? Mais vous savez bien, quand on vous dit manger de la viande, il y a des protéines dedans. Quand Dalila vous disait tout à l'heure manger des œufs, manger du poisson, il y a des protéines. Eh bien, tous les constituants de notre corps sont en grande majorité des protéines. Et chacune de ces protéines est fabriquée selon une recette bien précise qui est portée par un de nos gènes. Alors, Yegor était plus optimiste que moi quant au nombre de gènes, donc moi je l'avais considéré qu'on avait à peu près 35 000 gènes, donc lui a dit tout à l'heure 44 000 si je me souviens bien, et donc ça veut dire qu'il y a autant de recettes dans une cellule. Mais clairement, tous les gâteaux, donc toutes les protéines, ne doivent pas être fabriqués au même moment dans toutes les cellules. Il faut qu'on mette un peu d'ordre dans la cuisine. Yegor vous disait, si on a environ 40 000 gènes, eh bien il y en a à peu près que 8 000 qui vont être actifs dans une cellule à un moment donné. Et les 8 000 gènes qui sont actifs dans une cellule de muscle ne vont pas être les mêmes que les 8 000 gènes qui sont actifs dans une cellule d'intestin ou dans une cellule de la rétine de l'œil. Donc il y a toute une organisation qui est nécessaire. Donc on a besoin de chefs. Et donc certaines de ces protéines sont des chefs et vont décider dans quelle cellule et à quel moment il va falloir copier les recettes pour fabriquer les gâteaux. Alors, voilà un gâteau, un exemple d'une protéine. Il y a des gâteaux qui sont des chefs. Et donc, ces gâteaux chefs vont pouvoir organiser tout le travail dans la cellule. Dans le domaine de la biologie moléculaire, qui est donc mon domaine de recherche, c'est-à-dire le fonctionnement des gènes pour fabriquer les protéines, les gâteaux chefs, on appelle ça des facteurs de transcription. Et vous avez entendu parler de KLF15 précédemment par Peter. Eh bien, c'est un exemple de facteur de transcription, donc de gâteau chef. Il est capable d'activer ou de bloquer une série de recettes à des moments particuliers de la vie de la cellule. Alors, quand j'ai eu cette idée très simple qu'on pouvait comparer le gène à une recette et la protéine à un gâteau, j'avais été invitée en fait par une association de patients en Australie.
Et quand je suis arrivée en Australie, c'était la grande effervescence, c'était le mariage d'un prince anglais. Et donc j'ai réalisé qu'en fait l'Australie est une ancienne colonie anglaise, et ils ont toujours gardé énormément de liens avec leur métropole. Et donc tous les Australiens étaient scotchés à leur écran de télévision en train de regarder le fameux mariage princier. Et donc j'ai eu l'idée, mais si on devait faire un gâteau pour les 2000 invités de ce mariage, comment pourrait-on s'organiser? Eh bien, il va falloir de nouveau penser à cette hiérarchie dans l'organisation de la cuisine, où on va avoir un gâteau chef numéro 1 qui va donner des instructions à toute une série de gènes pour qu'ils produisent leur gâteau. Parmi ces gâteaux, il y en a d'autres qui seront eux-mêmes des sous-chefs. Et ces sous-chefs vont pouvoir donner l'ordre à une série d'autres gènes d'utiliser leurs recettes pour fabriquer encore d'autres gâteaux. Et donc on va avoir toute une organisation en hiérarchie avec une série de chefs et une série de protéines, de gâteaux normaux qui eux sont simplement pas des chefs.